le grand débrief. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 février et nous allons débriefer toutes les rencontres sportives qui se sont déroulées le week-end dernier, les rencontres sportives tourangelles, pardon. Et pour ça, encore une belle équipe de chroniqueurs ce soir. On a avec nous Francis Leroux. Salut Francis. Bonsoir tout le monde. Également Louis Lahonta. Salut Louis. Bonsoir à tous. Une équipe assez jeune ce soir avec Florentin Cheminard également. Salut Florentin. Bonsoir à tous. Merci. Bertrand Foix. Salut Bertrand. Salut à toutes et à tous. Et puis Basile Martin. Salut Basile. Bonjour, bonsoir. Et comme d'habitude, bien sûr, Guillaume Colomba à la réalisation technique et vidéo de cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, une heure d'émission pour parler donc de sport. Il y aura du football, du basket, du rugby, du football américain également. J'ai dit du rugby, non, puisque ça a été reporté. Donc ça va être assez rapide, mais il y aura du volley, du hockey sur glace et du handball. Messieurs, comme tous les lundis soirs, on va démarrer avec du football. Et un match nul, il y a eu des buts, mais pas de gagnant. Le FCOT a fait 3 partout face à l'équipe 2 de Châteauroux. La réserve, on le sait, c'est toujours compliqué de jouer face à des réserves, messieurs. Donc, 3 buts partout, du spectacle, mais pas de 3 points de la victoire pour le FCOT. Ouais, surtout que a priori, la réserve de Châteauroux était très bien renforcée. Ils annonçaient 8-10 pros. Il y avait notamment, pour ceux qui connaissent le foot, il y avait notamment le Sounou. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un gars que je crois qui a dû jouer quelque temps à Arsenal. Et il a joué à Angers aussi. Ouais, donc pour dire que Châteauroux était bien renforcé. Puis on a assisté à une très belle rencontre de football. 3-3, des buts, du suspense, des renversements de situation. Et bon, on peut avoir des regrets du côté du FCOT puisqu'ils ont eu 2, 3, 4 balles de match en fin de rencontre. Qui n'ont pas concrétisé. Mais bon, après, lorsque Châteauroux a mené 2-1, on pouvait aussi penser que le FCOT ne s'en relèverait pas. Donc finalement, c'est un bon nul. Après, je suis surpris par rapport à la composition de l'équipe du FCOT. J'avais encensé Marco Porcher depuis le début de saison, je l'encense, ce milieu de terrain. Et là, il était remplaçant. Alors, je me suis un petit peu renseigné pour savoir s'il était blessé. A priori, il n'était pas blessé. Donc, surpris du choix de Najib Chadi, parce que, bon, à chaque fois que moi j'ai vu jouer le FCOT, je trouvais ce joueur indispensable, au-dessus du lot. D'autant plus que le FCOT a des problèmes de milieu de terrain. Enfin, je trouve que c'est un peu un point faible. Donc, passer de ce joueur-là. Bon, après, c'est pas forcément qu'avec Marco Porcher, ils auraient gagné, mais enfin, lorsqu'il est rentré à une demi-heure de la fin, ça a vraiment changé la physionomie du match. Mais après, ça fait 2-3 matchs que Marco Porcher débute sur le banc. Donc, ouais, c'est bizarre. Après, il y a une belle recrue. Ils ont recruté, comme Kesley Keita s'est fait les croisés, là, s'est blessé à Avoine. J'avais dit que c'était un mal pour un bien puisque son remplaçant avait marqué. Mais finalement, c'est un mal pour un mal puisqu'il s'est fait quand même les croisés. On ne le reverra pas cette saison. Et le FCOT a recruté un dénommé Mazikou, qui a été très, très performant pour sa première rencontre, qui nous met 2 buts magnifiques, différents. Un en dribble, l'autre un tir de loin. Donc, belle recrue. Ça vaut le coup de venir voir jouer ce joueur, qui, alors je ne sais pas d'où il vient, mais bien. On a une précision de Malo Fradé qui nous dit que les 3 buteurs du côté de Châteauroux sont des pros. Voilà. Bon, voilà. Après, j'ai vu, il y a le gardien de Châteauroux, c'était celui qui avait joué d'ailleurs en Coupe de France. Est-ce que ouais, c'était Ploubin, oui. Est-ce que Châteauroux n'a pas voulu prendre sa revanche en mettant quelques pros pour prendre sa revanche entre guillemets? C'est surtout que Châteauroux veut se sauver, hein, puisque Châteauroux, malgré que ce soit une réserve de pros, n'est pas bien classé. Donc, ils ont surtout besoin de points. Et puis, c'est l'occasion aussi de relancer quelques pros qui n'ont pas forcément leur place en première. Il suffit qu'il n'y ait pas trop de blessés et puis ça fait qu'ils jouent en réserve. Une question. Comment dire? Vous parlez de joueurs pros.
Châteauroux, la première, c'est leur deuxième saison en national. Non, première. Ils sont descendus Ah, c'est l'année la première, dernière. d'accord. Donc, ils ont effectivement toujours certainement le statut pro parce que à une époque, le règlement était que quand tu fais ta deuxième saison en national, tu perdais le statut pro. Alors, c'est pour ça, je pensais que c'était leur deuxième saison en national. C'est toujours le cas, hein, Francis. Orléans, qui n'a pas l'air de vouloir monter en national là, cette saison, va perdre son statut pro et son centre de formation. Donc, Châteauroux, c'est leur première saison en national, d'accord. Ouais. Okay. Après, on voit au niveau sur le terrain, on voit la différence d'impact physique, même au niveau des frappes. Alors, les gars, quand ils frappent, le ballon, il part bien. On sent qu'ils sont très, très bien préparés physiquement, qu'ils jouent sur le physique, hein, puisque techniquement parlant, le FCOT a été au niveau. Hein. Je mettrais même en valeur Fonrose, là, qui est en défense centrale, qui a souvent été remplaçant en début de saison et qui a fait une très belle prestation. Mais dans l'ensemble, oui, techniquement parlant, le FCOT était au niveau. Après, physiquement, ça a été dur de tenir le rythme, surtout sur un terrain gras, puisque le stade de La Haye est un terrain qui absorbe pas bien l'eau. Voilà ce qu'on peut dire sur cette rencontre. Et puis ici, le retour de El Amin aussi, le gardien, là, Florentin, qui avait été blessé à l'épaule. Il avait déjà joué la semaine dernière en Coupe du Centre. Il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ouais, parce que là, quand ils ont joué contre Chambray, c'était Tsotsis qui était dans les buts. Ouais. Mais moi, c'est la première fois que je le revoyais jouer. Alors, il a vu le chaud et le froid, hein, puisque bon, les 2 buts deux buts sur 3 sont un peu de sa faute. Le premier, il ne sort pas bien. Le deuxième, il glisse. Par contre, il a fait 2 arrêts extraordinaires. Donc, bon, finalement, ça s'équilibre. Mais c'est bien de le revoir jouer à ce niveau-là, puisque bon, on craignait quand même, il a eu une grosse blessure. Allez, messieurs, on enchaîne avec le match de Montlouis qui se déplaçait à Châteauneuf-sur-Loire. Et là, c'est une défaite 2-1 des Montlouisiens. Ouais, finalement, ils s'en sortent bien, hein, enfin non, ils s'en sortent pas bien, mais on a cru qu'ils allaient s'en sortir puisqu'ils ont égalisé à 5 minutes de la fin. On s'est dit, ouf, au moins, ils vont obtenir le match nul, et puis finalement, ils se prennent un but dans les arrêts de jeu. C'était le match pour se relancer après leur sévère défaite contre Saran, puisque Châteauneuf est quand même dans le bas de tableau. Et puis dans ce championnat, personne ne lâche, hein, tout le monde peut battre tout le monde. Et puis Montlouis en a fait les frais. Dommage. Bon, après, il y a des joueurs qui manquent à Montlouis. Hein. Quand j'ai regardé l'effectif, il y a des absents, donc je ne sais pas trop pourquoi. Mais ils n'ont pas l'équipe au complet. Allez, et puis pour finir sur la page foot, un mot rapidement d'Avoine qui se déplaçait à Saint-Jean-le-Blanc, un match nul, 1 but partout. Florentin, tu veux dire quelque chose? Parce que non, j'ai pas suivi le match. Pas d'infos, messieurs. Et ben on va passer à la suite, tout simplement. Donc, 1 but partout entre Saint-Jean-le-Blanc et Avoine-Chinon. Pas de victoire, donc, cette semaine pour le football du 37. On enchaîne avec le basket juste après ce petit jingle. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief. Suivez le débriefing des rencontres sportives tourangelles avec toute la team. Le grand débrief, c'est jusqu'à 20h. Du basket, et là il y a du monde pour en parler avec le championnat de Pro B, le Tour Métropole Basket qui recevait Aix-Maurienne, le TMB qui avait du mal, plusieurs défaites consécutives. Il fallait se relancer et ça s'est produit, victoire 82-67. Louis, tu as vu la rencontre, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, oui, effectivement, comme tu l'as dit, ils essuyaient 4 défaites consécutives, donc ils devaient se relancer. Ça n'a pas été chose facile parce que, par exemple, lors du premier quart-temps, beaucoup de pertes de balles. Moi, j'ai noté à la mi-temps 12 pertes de balles au total, donc irrégularité sur le plan défensif. Après, ils ont déroulé sur le deuxième quart-temps avec une montée en puissance, si je puis dire. Donc, lors de ce deuxième quart-temps, ils menaient 36-31. Troisième quart-temps, où cette fois, vraiment, Aix-Maurienne réduit son niveau quand le TMB augmente son niveau. Et ça s'est vu, 62-50 à la fin de ce troisième quart-temps. Et puis, dernier quart-temps, où donc s'impose 82-67. Donc, c'est bien pour le TMB qui se relance en Pro B face à leur dauphin au classement.
avec notamment, si je peux terminer, un joueur qui est rentré côté TMB, Jean-François Kébé, qui a fait beaucoup de bien à cette équipe, j'ai trouvé, auteur de 8 points, un rebond et 2 passes décisives. Ouais, puis surtout, il Messieurs, était bon en défense. Mm. Grâce à lui, Aix-Maurienne a déjoué. Il a mis une pression sur leur meneur de jeu, et ce qui a fait que non seulement il a apporté des points, mais surtout en défense, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ouais, nous on y était avec Basile. C'est le genre de match qui me restera pas dans la tête, moi, parce que comment dire, on voit les matchs identiques, c'est-à-dire sans collectif. Je vais un petit peu casser là parce que tu rentres dans la salle, tu sais, c'est dommage, mais tu as presque l'impression que tu sais que tu vas pas tu vas pas voir un grand match. Là, en fait, on a vu une équipe en face pas très forte. C'est un match qu'il faut gagner pour prendre des points pour se maintenir en Pro B. Voilà. Mais comment dire, euh, tactiquement parlant, en termes de basket, on voit les mêmes matchs. Là, il se trouve que l'adversaire semblait un peu plus faible que les autres et ils ont gagné. Tant mieux, c'est très bien. Bravo les gars. Sauf que moi, j'ai pas pris un grand pied à regarder ce match-là. Il y a une action qui m'a agacé, sur laquelle on a marqué 3 points, mais une action qui m'a vraiment agacé. C'est en première mi-temps, contre-attaque, c'est Batemon. Il part, il a une solution à droite, il y a 2 défenseurs qui sont en train de se replacer, il a l'avantage d'avoir le ballon. La logique est, quoi, en termes quand tu sens le basket, c'est de donner la balle à droite. Et ben non, lui, il stoppe, ligne des 3 points, il shoot. Donc, il fait ficelle, bravo. Sauf que c'est pas dans l'esprit du basket. Une contre-attaque, tu la joues au bout, d'accord, tu joues 2 points. Mais parce que si son ballon tape le cercle, et ben, le ballon il est perdu alors que tu es en contre-attaque. Quoi. Voilà. Ça, c'est le genre de choses. Et quand on entend des fois dans les tribunes ou en terrasse des cafés et tout, les joueurs de basket maintenant jouent plus dans les statistiques que dans le collectif, bah, sur cette action-là, c'est ce que j'ai ressenti, moi. alors Ouais, après, Francis, je rebondis là-dessus, pardon, parce que Ouais. j'ai bien envie de rebondir. Donc, je ne vois pas l'action dont tu veux parler, mais je l'imagine un petit peu. Est-ce que c'est pas aussi le rôle, entre guillemets, aux deux autres, d'amener les défenseurs avec eux et pour qu'ils puissent justement se stopper, être tranquille, avoir le champ libre pour les 3 points? Non, dans l'esprit du basket, c'est de mener la contre-attaque au bout. Parce Voilà. que ça, on le voit Tu aussi prends un assez risque. souvent. Tu prends un risque en stoppant la ligne des 3 mètres, quoi, parce que ton partenaire n'est pas encore arrivé sous le cercle et il peut difficilement prendre le rebond parce qu'il y en a un des autres qui est déjà en place. Quoi. Bon, il a marqué 3 points, bravo à lui, c'est Oui. tant mieux. Mais encore une fois, dans l'esprit, bof, Mais ça me c'est ce que dérange un j'allais peu. dire. Moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que Batemon, il était en feu à ce moment-là, donc tout rentrait. Donc pourquoi marquer 2 points alors que tu peux en marquer 3? Surtout que tu avais quand même les Non, mecs qui mais allaient. effectivement, sur ce coup-là, ça lui a donné raison. Sauf que c'est pas. Encore une fois, là, j'ai ressenti le côté. Basile, t'en as pensé quoi, toi, de ça? Bah, je suis d'accord avec toi, Francis, et je suis d'accord aussi en partie avec ce qu'a dit Louis. Moi, c'est vrai que je suis déçu. Je suis déçu par l'apport collectif parce que, comme tu l'as dit, on a des joueurs arrière ou quand je dis arrière, hein, j'inclus meneur et arrière, mais qui sont parfois en réussite assez fortement. Ce qui est dommage, c'est qu'ils sont quasiment en réussite tous en même temps. Donc, ça permet d'avoir des beaux écarts de points. Mais sur les matchs où c'est un peu au couteau et où on perd de 2-3 points, ben, ces joueurs-là, ils sont moins en réussite. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas trop de solutions collectives et qu'on s'en remette très souvent à des solutions individuelles. Cela étant, comme tu l'as dit Francis, ils ont gagné ce match-là, il était important à gagner parce qu'ils n'avaient quand même pas gagné en 2022, donc c'était nécessaire. À aujourd'hui, oui, c'est pas un match qui me restera en mémoire. Après, je suis un peu déçu parce que bon, un joueur comme Vincent Pourchaud, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Ça reste Alors, un peu. Basile, j'ai la réponse à ça parce Ah, que j'ai posé la question à Vincent. Il m'a répondu qu'il sortait du Covid dans la semaine. Donc, il a joué d'accord. 2 minutes 47, si je me souviens bien, en Ouais, 3 raison minutes, du Covid a priori. Voilà. quasi 3 minutes, mais après, c'est pareil. Il y avait Seydou Ndiaye qui était sur le banc. Bon, il rentre pas, c'est dommage. Moi, j'aimerais bien quand il y a un petit peu d'écart comme ça. Alors après, je le dis, je suis peut-être
le seul à le penser, mais quand il y a cet écart-là, je me dis que j'aimerais bien voilà, qu'on donne un petit peu de temps de jeu à ces joueurs qui en ont pas beaucoup, parce que peut-être qu'un jour on aura besoin de lui et il sera pas forcément prêt. Après, moi, je dirais heureusement que les arrières prennent leurs responsabilités, hein, parce qu'en ce moment, le TMB est en difficulté à l'intérieur. Ça fait plusieurs matchs qui se font manger à l'intérieur. Là encore, bon, après, il y a le retour de Sidibé, de la Thibaudière est quand même assez régulier. Mujib a fait un bon match ce coup-ci, Ouais. mais c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est compliqué hein, pour le TMB en ce moment. Ouais, Donc, quand tu n'as pas les points à l'intérieur, eh ben, tu vas les chercher à l'extérieur. Bah, pour avoir les points à l'intérieur, il faut déjà les servir. Voilà. Ou faut qu'ils demandent les ballons ou qu'ils aillent les chercher aussi. Hein. Parce qu'il y a des les rebonds, ça existe. Hein. Ouais, enfin d'accord, mais il y a des possessions où le ballon il bouge pas en fait. Il y a des possessions où le ballon il est dans les mains du meneur. On a un écran qui est posé à la rigueur et il y a un shoot derrière. Donc je veux dire, tu peux être pivot, enfin même tu peux être pivot et pas avoir de main du tout. À ce jeu-là, en fait, tu sers à rien. Donc. Et puis comment dire, on n'a pas l'impression, oui, il n'y a pas de ballon qui tourne. Le chrono est rarement mangé. Comme ça s'est passé à un moment, il y a eu presque 20 points d'avance. Bon. Après, c'est bien. Encore une fois, on va nous traiter d'insatisfaits. Pourquoi pas, on ressort Basile et moi parce qu'on était présents au match et qu'on n'a pas pris un grand pied, mais on ressort les points négatifs alors qu'ils ont gagné. D'accord, on a tort sur ce coup-là, mais n'empêche que on, en a un peu marre de voir toujours les mêmes matchs. Alors là, c'était de la réussite, encore une fois, mais on ne voit pas de réel collectif. Voilà. De toute façon, Ouais, mardi, parce que là, ils jouent contre Chalon-sur-Saône. On va vite voir s'ils sont bien ou pas, parce que Chalon-sur-Saône, je crois qu'ils sont troisième de la Pro B. Oui. Deuxième, Oui. deuxième. Mais encore une fois, le TMB vient de monter, c'est bien, ils font une saison très correcte en termes de classement. Voilà, c'est bien. On parle comme des gens déçus là. En fait, on n'est pas déçus par rapport au classement, par rapport à la situation du club, mais par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. On a l'impression que il y a des joueurs pour faire quelque chose de plus sympa à regarder. Voilà. Là, moi, je donne mon avis de spectateur, en quelque sorte. Allez, messieurs, on va peut-être enchaîner parce que le temps passe. Il y avait d'autres matchs de basket en plus de ça, avec les espoirs qui recevaient Nantes, les espoirs du TMB hein, en Pro B. Une lourde défaite 57-91 à domicile. Et puis, chez les filles également, on l'avait un petit peu prédit la semaine dernière, championnat de National 2. Le CEST se déplaçait chez le leader. Le CEST avait pris une belle victoire la semaine dernière. On avait dit que c'était peut-être l'occasion de lancer une série. Bon, bah, face au leader, c'était compliqué. Grosse défaite 94-63. Grosse défaite, mais logique, on s'y attendait, hein, messieurs. Pas forcément, parce que le leader, enfin, je sais même pas s'ils étaient leaders, parce que c'était pas Versailles, enfin, peu importe, Saumur est dans les deux premiers, mais Saumur venait de chuter contre Biorel, donc on pouvait peut-être penser que Saumur était pas forcément en pleine possession de ses moyens. Le souci, c'est que le CEST a perdu, je crois que c'est Charlène Hilaire, bien que j'ai lu d'un autre côté que c'était Emma Héron, mais je pense plus que c'est Charlène Hilaire, et c'est vrai que quand tu perds Charlène Hilaire, qui est quand même au niveau de l'attaque le fer de lance de l'équipe, ça fait mal. Et puis il manquait aussi Sania Abid, il manquait Roman Barrault, donc à l'intérieur c'était un petit peu juste, surtout que Maëlle Eichenman est blessée en ce moment à l'épaule, donc elle joue blessée. Oui, alors elle a quand même joué, elle a mis quand même 10 points, mais bon, c'est sûr qu'elle va peut-être pas au charbon comme elle le ferait si elle était en pleine possession de ses moyens. Alors, est-ce que c'est pas un match est-ce que ça serait pas un match quelque part en se disant de toute façon on va le perdre, on va dire. Donc s'il y avait des joueuses qui étaient plus ou moins blessées, est-ce qu'on n'a pas dit bon bah on y va avec une équipe moyenne et puis tant pis pour le résultat. Est-ce qu'on n'est pas dans ce schéma-là? Bah, déjà il y en a deux qui n'ont absolument pas joué, hein, Sania et puis Roman. Au niveau de l'intérieur, et puis si Maëlle a joué, c'est quand même qu'il ne voulait pas trop laisser tomber ce match, mais là, c'est trop compliqué. Quand tu n'es pas au complet contre une équipe comme Saumur, tu perds. Hein.
Bon, après, je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit en déplacement à Saumur qu'elles objectivaient de prendre des points. Voilà, c'est ça. Ouais, surtout que Saumur a un jeu assez atypique. C'est des filles qui courent beaucoup et puis qui font du pressing tout terrain. Et le CES a vraiment du mal à contrecarrer ce pressing. Et bah là, putain, elles ont quand même pris 94 points. Ça fait lourd, hein, pour un match féminin. C'est vrai. Mais on va Il paraît voir que les ce que ça filles de donne Saumur, sur même si le prochain. elles pouvaient shooter de n'importe où, il paraît que ça rentrait. Donc bon, quand c'est comme ça, même si tu défends bien, c'est compliqué. Ouais, c'est effectivement pas sûr qu'on puisse juger ce genre de match. On verra pour le prochain si on peut avoir Attends, un début de série. Ouais. Arthur, je voudrais juste dire un truc. Bertrand vient de dire 94 points, ça fait beaucoup pour des filles. Est-ce que tu voudrais dire que les filles sont moins à droite que les garçons? Parce qu'il n'y a pas de raison que les filles marquent moins de points que les garçons, à mon sens. Pas forcément, mais elles prennent moins de shoot. Disons qu'elles perdent peut-être plus de ballons avant d'être en position de shoot. T'es Mais sûr c'est de vrai ça? que généralement, généralement, la moyenne, on est plus sur du 60-70 points sur un match féminin que 80-90. Ah bon? Je pense que c'était plutôt par rapport à des faits sur une moyenne de matchs qu'une Oui. discrimination Oui, sur les filles, j'ai envie de dire. Voilà. Mais c'est vrai que oui, et puis ça va aussi moins vite sur les contre-attaques. Donc je pense que voilà, en 10 minutes, les filles font moins de chemin que les gars. Et on le voit, hein, effectivement, on n'a pas beaucoup des matchs en féminin qui dépassent les 80, sauf quelques-uns. Mais quand on regarde les résultats de la N2, c'est vrai que il y a moins de points. Allez, on enchaîne avec Fondettes. Je crois que vous y étiez aussi, messieurs, avec un beau derby, le TBC qui recevait Fondettes donc pour le championnat de National 3 chez les hommes, 78-71 en faveur du TBC. Ouais, moi j'y étais, j'ai passé une super soirée. J'ai vu un match très sympa, deux grosses défenses, ça allait vite, ça posait le jeu. J'ai vu une action de Fondettes en première mi-temps où il y a eu peut-être 10, 12, peut-être même 15 passes et ça aboutit en gros à la 22e, 23e seconde sur un shoot à 4 mètres à l'intérieur de la bouteille et ça fait ficelle. Superbe, voilà. Donc un match, un derby, mais un derby sympathique, c'est-à-dire que tous les joueurs sont là pour mouiller le maillot. Il y a des claques sur les mains et tout ça, mais parce que ça fait partie du jeu. Par contre, un respect mutuel sensationnel. Le spectacle était sur le terrain, bien évidemment, mais aussi dans les tribunes, puisque le Super Cop Vert de Fondettes est venu. Donc, derrière un panneau, le TBC avait son équipe de supporters également avec une grosse caisse. Donc, c'était du à toi, à moi, mais encore une fois, très sympathique. Ça chambrait gentiment, c'était très sympa. Pour revenir sur le match en lui-même, le TBC a pratiquement été. Si le Fondettes a été devant un petit peu en fin de première mi-temps, mais rien de bien sérieux. Le TBC a bien mené sa barque et contrairement à d'habitude, cette équipe a tenu les 4 quarts, ce qui était un petit peu le reproche qu'on pouvait leur faire jusqu'à maintenant, où ils avaient tendance justement dans le 4e à se laisser remonter et puis après dépasser. Là, ils ont tenu les 40 minutes et c'était très bien. Quand je vous disais que les joueurs se respectaient, il y a des fois ça bouscule un petit peu, il y a des coups d'épaule, des choses comme ça, mais ni d'un côté ni de l'autre les joueurs se rebiffent. Il y en a un petit peu à Fondettes qui l'a fait parce que lui connaissait personne. Il arrive il vient de signer à Fondettes. C'est Hugues Mbala qui a fait un excellent match, peut-être son meilleur match depuis qu'il est à Fondettes. Et lui, quand ça chicanait un petit peu, il y allait volontiers parce qu'il n'avait pas de copains dans l'équipe d'en face, lui, hein. Contrairement à tous les autres joueurs qui se connaissent parfaitement puisque ça fait des années qu'ils se jouent mutuellement. Voilà. Donc, j'ai passé une superbe soirée. Le TBC a gagné et je peux même aussi vous annoncer que le TBC a pris, c'était vraiment une belle soirée puisqu'ils ont pris, c'est une victoire à 3 points puisqu'ils ont appris, alors je ne sais pas s'ils l'ont appris samedi ou en fin de semaine, que leur match perdu contre l'équipe 2 du TMB, le P3L, s'est transformé par une victoire puisque le TMB aurait utilisé ce soir-là
un joueur non qualifié. Voilà. Donc le TMB a perdu ce match contre le TBC avec 0 points. Peut-être, oui, 0 points. Et donc le TBC récupère, lui, 1 point supplémentaire puisque c'est un match gagné. Voilà. Après, pour expliquer la défaite de Fondette, il faut quand même dire que Kasper Zek s'est blessé. Oui. Et sur a priori, que le Tour a fait une défense de zone, si j'ai bien compris, a régulièrement s'est mis en zone. Et c'est vrai qu'il faut des shooters pour attaquer des défenses de zone. Et le shooter de Fondette, c'est Kasper Zek. Oui, mais il n'y a pas que lui, puisqu'il y a Mario aussi qui est bon dans ce domaine-là. Mais ça défendait haut, des deux côtés. Bon, comme j'ai dit, à un moment, Fondette a été devant. Mais c'est vrai que Mathéus s'est blessé tôt, parce que c'est dans le premier quart-temps. Ça ressemble à un petit claquage au niveau du mollet. Visiblement, un truc assez récurrent chez lui, mais là, ça semblait assez pointu quand même. Donc, ça risque de le mettre sur le côté pendant un certain temps. Encore une fois, bon, on va dire qu'à 3-4 minutes, contrairement à d'habitude, là, le match était quand même gagné pour le TBC. Mais encore une fois… il ne s'est pas blessé en fin de match? Il ne s'est pas blessé en fin de match? Si. Il ne s'est pas blessé en fin de match? Non, il s'est blessé dans le premier quart, j'ai dit. Ah oui, donc il a manqué tout le match. Parce que c'est quand même plus de 20 points, Kasper Zek. Sur le week-end d'avant, c'était quand même plus de 20 points. Donc, il apporte énormément à cette équipe de Fondette. Il n'y a pas de problème, mais je veux dire, effectivement, sur le ratio, Mathéus apporte des points. Après, les gens qui l'ont remplacé sur le terrain n'ont pas été moches non plus. C'était un match très agressif au niveau des défenses. Voilà, voilà, moi, il n'y a pas de scandale quant à la victoire du TBC. Et puis, Fondette n'a pas fait un si mauvais match que ça. Voilà. Bon, il y a des bruits qui courent qu'il y a eu des choix de coaching plus ou moins discutables. Voilà. Mais encore une fois, il y a toujours des gens qui peuvent apporter des éventuelles solutions. Du côté de Fondette? Oui, mais il y en a peut-être eu aussi du côté du TBC. Donc, c'est des bruits de spectateurs de Fondette qui sont déçus. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Ah bah c'est vrai que quand tu as un effectif qui est large comme ça, pour le coach, c'est pas évident quand tu as du choix. Ouais. Allez, on va conclure cette page basket avec le TMB P3L2. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Se déplacer à Angers dans le même championnat et c'est une défaite 71-64. Pas d'infos, messieurs, là-dessus? Déplacement à Angers, c'est jamais simple. Ils sont deuxième de cette poule. Le TMB n'a pas fait la différence n'est pas importante. 7 points quand tu vas à Angers. Bon, tu peux aussi prendre une déculottée. Maintenant, le contenu du match, je ne l'ai pas. C'était à Angers, on n'y était pas. On ne peut pas être partout. Et voilà quoi. Ce qui m'inquiète maintenant, je crois, c'est qu'ils ont dans la suite des matchs 4 déplacements. Et je ne sais pas ce que ça va donner parce que ils ont, avec ce point perdu là encore, ces 2 points perdus sur tapis vert, et puis une éventuelle fin de championnat qui n'est pas simple. A priori, il y aurait 3 descentes. C'est pas acquis pour la 2 du TMB. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là sur le basket. On a passé pas mal de temps, une vingtaine de minutes. Merci, messieurs. On va pas parler de rugby non plus, comme je le disais dans le sommaire de l'émission. Le match entre Nantes et l'US Tours a été reporté. Donc, on va parler un tout petit peu… Reporté à dimanche prochain. Pour l'instant, je ne sais pas s'il va se jouer samedi, mais pour l'instant, il est reporté à dimanche prochain, alors qu'il n'y a pas de rugby normalement, ni en Fédéral 2, ni en Fédéral 3 le week-end prochain. C'est ça, Basile? C'est ça. Voilà. Merci Francis, on enchaîne juste après ce jingle. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief avec Arthur et ses chroniqueurs.
Le football américain, je crois que vous n'avez pas beaucoup d'informations, messieurs. C'était à l'extérieur, à Muret pour le championnat de D2. Mais après 2 belles victoires, les pionniers de Touraine ont enchaîné avec une troisième, 15-47. C'est une bonne nouvelle, une fois de plus. Ouais, c'est solide. C'est solide, ça vient valider ce qu'ils ont pu faire à la maison. Championnat, il est particulier parce que c'est un championnat qui est très court, où en fait les équipes enchaînent entre plusieurs réceptions de suite et ensuite plusieurs déplacements d'affilée. Donc c'était pas forcément simple. Cela étant, on voit qu'ils restent sur leur même dynamique et leur bonne dynamique, avec beaucoup de points marqués, peu de points encaissés. Donc c'est vraiment solide ce que font les pionniers, en espérant que ça puisse durer le plus longtemps possible pour eux. On a dit à Muret, on dit pas au Muret. C'est pas. Je me posais la question. Hein? Parce que je crois que la ville, c'est pas Muret. Je crois que la ville, c'est pas Muret. Je crois que c'est le Muret. Alors c'est pour ça que je me pose la question si on dit pas plutôt au Muret. Bon, à Muret, sur le Muret, sur le Muret, on dit comme on veut. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est juste pour que les gens nous assassinent pas si on apporte une éventuelle correction ou un éventuel doute. Voilà. À part ceux qui ont joué à Muret, au Muret ou sur le Muret, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont la réponse à cette question. Donc, on risque pas grand-chose tout de même. Et au pire, on dira que c'est toi qui l'as mis de toute façon et qui l'a dit. Mais jouer au football sur le Muret, ça ne doit pas être simple quand même. Au football américain, donc on ne sait jamais. Ouais. On enchaîne avec le volley, messieurs, après ce jingle. Le débriefing des rencontres sportives tourangelles, c'est tous les lundis de 19h à 20h dans le Grand Débrief. Du volleyball avec, dans un premier temps, une belle victoire face à Karlovarsko. C'était mercredi dernier, messieurs. C'était sur l'antenne de TV Tour, une chaîne locale qu'on peut mettre en avant puisque c'était la seule chaîne française qui retransmettait cette rencontre. Donc, merci à TV Tour Val-de-Loire. Et donc, messieurs, une victoire 3-7 à 0. C'était propre, même si les Tourangeaux se sont fait peur à quelques moments dans plusieurs passages de set, alors qu'ils avaient une certaine avance. Ouais, se faire peur, je sais pas, c'est peut-être un bien grand mot. Ils étaient à plus 6, plus 5 sur certains passages et Karlovarsko est revenu à égalité, même repassé devant, je crois, 22-23 sur le deuxième, me semble-t-il. Donc, voilà, on pouvait. Ouais, bah oui, enfin après, on est. Là, c'est vrai que je chipote sur le mot que tu utilises, Arthur, mais on sent quand même qu'il y a une force tranquille qui se dégage de ce collectif. On le dit, on le répète chaque semaine. Là, ça continue. Franchement, cette équipe de Karlovarsko qui était plutôt une belle équipe, qui a proposé un volley de qualité. Mais encore une fois, enfin en face, ils sont tombés sur un os et au final, ça fait 3-0 quoi. Donc les semaines passent, les week-ends passent et même les matchs en semaine et c'est un peu toujours le même résultat. Donc le TVB va finir par écurer un peu tout le monde à jouer comme ça. Cela étant, c'est vrai que nous, pour y être allé avec Francis, on s'est régalé. C'était un match de qualité et dans une plutôt belle ambiance. Donc c'est bien pour les Tourangeaux. Ouais, moi je suis d'accord avec Basile, c'est-à-dire que même effectivement, quand tu as l'impression qu'il y a un petit passage à vide où ils perdent 2-3 points de suite, même dans les tribunes, tu n'as pas peur parce que tu te dis que de toute façon, il y a un tel potentiel confiance, qualité de joueur bien évidemment aussi, mais un potentiel confiance, tu les sens sereins et tu as l'impression qu'il ne peut rien leur arriver. Alors maintenant, la valeur de l'adversaire, c'est pas Modène. Donc c'est pour ça qu'on a ressenti je pense, une motivation moindre que par rapport à Modène, où là, il faut rien lâcher du tout. Et puis il y a aussi le fait qu'ils ont un coach qui est serein lui aussi, et de par son attitude sur le côté, je veux dire, il n'est jamais en panique. Voilà quoi, il dégage une sérénité qui automatiquement, en tout cas je le pense, se transmet aux joueurs quoi. Ouais, c'est ce que j'avais envie de dire avant que tu parles du coach. Effectivement, c'est qu'il y a des bons joueurs, mais aussi un excellent coach cette année. Je trouve qu'il fait toujours les bons changements, il arrive toujours à trouver des solutions. Voilà, sur ce match-là, il a quand même pensé à des rouillons qui finalement étaient la bonne solution au bon moment.
Et c'est vrai que Desrouillons termine avec une super fiche. Je crois qu'il a mis plus de 15 points. Ouais, carrément, tu vois, ouais. Et c'est vrai qu'il trouve toujours les solutions. Et ça, c'est fort, hein, parce que ça permet de gagner des matchs facilement, finalement, dès qu'ils sont en difficulté. Ouais, au-delà des solutions, c'était vraiment là un échec, une mise en échec individuelle. C'était Graciano qui a été bloqué 3 ou 4 fois de suite, qui baissait un peu la tête, etc. Et tout de suite, Marcelo Francoviac a vu que son joueur commençait à baisser de pied et directement il a décidé de le changer par Desrouillons. Au-delà de ça, là où c'est fort, c'est que oui, régulièrement, il change ses joueurs quand il sent qu'il y a une baisse de régime, mais des fois, il n'attend pas qu'il y ait une baisse de régime. J'ai pour preuve que ce soit le match en semaine ou même bien ce week-end dont on va parler juste après, quand il fait rentrer Pierre Toledo pour grandir son bloc, parce qu'à un moment donné, il y a besoin de grandir le bloc. Quand il fait rentrer Pierre Toledo, juste après, Pierre Toledo fait un bloc. Donc, il sent aussi les moments où il n'y a pas nécessité de changer parce qu'il y a une problématique individuelle, mais c'est plus sur un ressort collectif où il y a besoin d'apporter un peu de fraîcheur, même si son effectif n'est pas en difficulté. Et à ce moment-là, il arrive à le faire. Et c'est là où c'est fort. Et il arrive à emmener tout le monde avec lui. Ouais, puis il doit faire aussi d'excellentes analyses vidéo de l'adversaire. Parce que le TVB, même quand il est en danger, arrive toujours à trouver la solution. Ouais, et puis il y a un joueur, moi, que même sur le match du championnat du week-end, que j'ai trouvé vraiment très bon, qui a d'ailleurs été nommé 2 fois MVP, c'est l'Argentin Luciano Palansky, qui a été vraiment très, très bon. Ouais, exact. Arthur, pour répondre à ta question du début, quand tu disais qu'ils s'étaient fait remonter, en fait, ils ont eu un moins 3 points. C'était en début de deuxième set où ils ont été menés 7-10 et puis ça a été jusqu'à 11-14. Mais après, le TVB a fait ce qu'il fallait pour ramener la mécanique. Mais sinon, dans les autres sets, il n'y a jamais eu d'avantage pour les Tchèques. Il me semble qu'ils sont menés 22-23 ou 21-22 sur. Non, parce que là, tu vois, je suis en train de regarder le détail du match et il y a ça nulle part. Ok, bon, je me trompe. Par contre, à vous entendre, je vous sens, effectivement, un très bon match du TVB, très serein et tout ça, jamais réellement inquiété donc pour vous. Et j'entends un petit peu, à votre ton en tout cas, que vous les voyez qualifiés. Il reste un match retour, il faut marquer 2-7, sinon ce sera le golden set, donc 2-7 minimum. Sinon, donc que ce soit 3-0 ou 3-1, ça vaut le même nombre de points. Donc, si Carlo Vasco gagne 3-1, il y a un golden set et ça se joue chez eux. Voilà. Est-ce que vous êtes confiant pour la qualif? C'est en tout cas comme ça que je l'entends. Pour moi, Carlo Vasco ne va pas se laisser faire au match retour. Je les ai vus solides au bloc mercredi. Je pense qu'il va y avoir du répondant. Face à Modène, ça avait été un peu le même scénario. Vous avez fait un très bon match aller et match retour, il fallait gérer. Et on a vu que sous la pression, ils arrivaient à maintenir leur niveau de jeu et à marquer ces 2-7. Donc moi, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas capables d'aller marquer 2-7 là-bas et de se qualifier pour les demi-finales. Moi, dans mon analyse, j'ai jamais dit qu'ils allaient passer facilement contre les Tchèques. Je ne sais pas s'ils vont passer d'ailleurs. Personne ne l'a dit, c'est mon ressenti avec votre ton de. Non. Alors moi, par rapport à mon ton, c'est uniquement sur ce que j'ai vu. C'est-à-dire que ce match-là, je ne les ai pas sentis en danger. Après, le match de jeudi prochain, puisque c'est jeudi, est un autre match. Et on recommence tout à zéro. Et puis les mecs en face, ils vont faire ce qu'il faut pour se qualifier pour les demi-finales. Donc, encore une fois, le TVB a les arguments pour passer, mais à condition de rester sérieux et de faire la même chose qu'à Modène, pourquoi pas. Voilà. Oui, puis ce qu'il faut dire, c'est quand même que c'est qui? C'est Carlo Vasco, là, ouais. Ils ont été quand même chanceux dans ce match-là. Donc l'écart entre les deux équipes est peut-être même plus grand et finalement s'il y a eu que 2, 3, 4 points d'écart en fin de set, c'est parce que les autres ont été chanceux. Non, moi je les vois gagner facilement. Pourquoi chanceux? Des balles qui touchent le filet, qui repassent, qui passent de l'autre côté, des contres qui tombent juste à côté, enfin voilà, ça fait partie du volet, ça. Ouais, mais bon, des fois t'es chanceux, des fois t'es pas chanceux. Des fois ça tombe sur la ligne, des fois à côté.
Et sur ce match-là, j'ai trouvé il y a eu pas mal de points où en fait ils ont eu du pot. Donc Ouais, non, on peut au pas dire contraire, ça. On peut pas dire ça. Quand tu montes au bloc, bah, tu t'arranges pour t'orienter de façon à ce que le ballon tombe côté positif, quoi. Moi, dire non, non, moi, je refuse d'adhérer à ça. La chance, on peut pas parler de chance. Louis, Non, je suis pas d'accord. tu voulais répondre à Bertrand. bah, c'est qu'au contraire, moi je trouve que 3-7-0, c'est limite un score lourd pour cette équipe tchèque parce qu'ils ont quand même accroché globalement le TVB. Je Le suis, TVB n'a pas non plus archi dominé cette équipe. je suis bah, d'accord ouais, avec, vas-y, je suis vas-y. je suis d'accord avec Louis. Le score est peut-être un tout petit peu lourd pour Carlo Varco. Cela étant, je pense que les Tourangeaux vont y aller et vont prendre les 2 premiers sets là-bas. Et après, ils vont pouvoir faire tourner à leur guise. Je me mouille peut-être un peu, Ouais, mais clairement, tu ouais. peux mettre une petite pièce là-dessus, ça peut rapporter un peu d'argent. Ouais. Eh ben, écoute, si je peux faire gagner de l'argent à ceux qui nous écoutent, c'est toujours bon signe. Ouais, ou au pire, ils vont lâcher un set, au pire, mais ils vont peut-être lâcher un set, peut-être le premier, mais sinon, non, ça va le faire sans problème. Bon, vous êtes confiant en tout cas. Ouais. On n'a pas parlé dans tout ça du match de ce week-end face à Tourcoing, où là, le TVB a plus que déroulé, 25-21, 25-19, 25-15, j'ai envie de dire. Pauvre équipe de Tourcoing. Bah, 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 pauvre, pauvre bah, équipe de Tourcoing. Vas-y, Louis, vas-y. bah, en fait, le premier set, on va dire que Tourcoing essaye. Ouais. Euh, c'est plutôt, on va dire, au début assez serré. Et puis, comme tu l'as dit, Arthur, ensuite, ils déroulent, mais complètement. Ils font preuve d'une régularité qui est assez impressionnante. Et puis, ouais, 3-7-0, ça fait mal. Surtout, moi, le troisième set où vraiment, Tourcoing n'avait aucune solution. Et le TVB, il les a vraiment archi dominés, là, pour le coup. Ouais, je suis d'accord avec Louis. C'est vrai qu'on voyait les Turquenois cracher leur venin d'entrée dès le premier set. Mauricio Paes a à peu près tout tenté, hein. Il a pris des temps morts, il a demandé des challenges un peu désespérés. Il a Mm. essayé à peu près tout. Plusieurs fois, il a dit que voilà, il y avait de l'eau sur le Taraflex pour venir essuyer. Enfin bon, il a tout essayé. Ça n'a pas marché, mais il aurait au moins le mérite d'essayer. Mais c'est vrai que cette équipe de Tourcoing a été dominée dans tous les secteurs par le TVB. Et en plus, Marcelo Francoviac s'est permis de temps en temps de faire tourner un petit peu, notamment de faire jouer beaucoup de Thibaut Brucker dans le troisième set. Le fait aussi de faire rentrer Gary Chauvin, le fait de faire rentrer Pierre Toledo. Voilà, il y a eu des changements qui ont été faits et pas uniquement sur 1 ou 2 points. Et en fait, ça donne ce score-là à la fin. Donc, c'est dire la En fait, marge que le TVB a avec Tourcoing. on a l'impression, de toute façon, dans le volet, tu vas à l'extérieur, alors encore plus quand tu viens à Tours, éventuellement, oui, tu t'accroches sur le premier set. Si tu le gagnes, tant mieux, ça veut dire que la soirée démarre bien, et puis tu peux espérer en accrocher un autre et pourquoi pas gagner ou en 5-7 ou comme ça. Mais en général, contre Tours, si tu perds le premier set, que le deuxième, ça s'engage bien, quoi, toujours pour tout. Le troisième, en général, l'adversaire lâche, quoi, parce que quand tu te mets à la place de l'adversaire, tu sais que c'est pas forcément la peine de t'accrocher. Et puis pour Tours, visiblement, là, c'était d'abréger ce match-là pour être frais pour jeudi, parce qu'il y a le déplacement en Tchéquie. Ça va sûrement être un départ mardi, comme donc demain. Enfin, j'en sais rien, je connais pas, mais on va dire qu'il faut vraiment être en forme ce match-là. Et donc le TVB a tout fait en tout cas pour l'aborder dans de bonnes conditions. Ce qui est certain, c'est que ouais, ils n'étaient pas venus pour acheter du terrain. Et je pense ils étaient là pour essayer de passer le moins de temps possible sur le Taraflex. Donc c'est chose faite. Après, franchement, tout à l'heure, Louis en a parlé. Palonski, homme du match, il y en a d'autres, hein. Honnêtement, enfin, ils ont tous Et été toute bons. l'équipe a été performante. Ouais, c'est ça. Luc Perry a été bon en réception. Il n'a pas loupé grand-chose. Les serveurs, enfin, j'ai notamment en mémoire Koric et Tariomenko qui ont fait extrêmement mal aux joueurs de Tourcoing. Enfin bon, dans tous les secteurs du jeu, ils ont été dominants, donc c'est logique. Après, ce match-là, il peut que mettre en confiance pour le déplacement, même si effectivement, ce sera sûrement une autre paire de manches quand même à Karlovarsko.
Allez, on va conclure là-dessus. Merci, messieurs. Il y avait un autre match en championnat de National 2 chez les filles avec l'UVBT qui se déplaçait à Rennes. C'était pas le même score que TVB Tourcoing, mais pas loin. 25-23, 26-24 et 25-15. Mais cette fois-ci, dans le mauvais sens, c'est une défaite 3-0. On va poursuivre Arthur, avec... je peux peut-être dire un mot Ah, sur les pardon, filles, là, parce vas-y. que j'ai vu un peu le match puisqu'il était retransmis sur Facebook. C'est dommage parce que dans le deuxième set, elles mènent quand même 24-21 dans le deuxième set. Bon, déjà, elles avaient perdu le premier de justesse. Et là, vraiment, elles ne sont pas vernies, hein, parce que c'est à 1-1, si elles tournaient à 1, elles auraient peut-être pu, parce qu'après, elles ont lâché complètement. Mais voilà, pour dire qu'elles ne sont pas loin, mais c'est encore trop juste. Eh bien, on va voir pour les prochaines rencontres. Il y a un beau débat à suivre juste après ce jingle. On parlera hockey sur glace. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief avec Arthur et ses chroniqueurs. Avec les remparts de Tours qui ne s'arrangent pas. Une défaite à domicile 4-7 face à Épinal avec un tir médian catastrophique. Plusieurs personnes étaient sur la glace. Enfin, pas sur la glace, non, parce qu'il risquerait d'y avoir des chutes, mais dans les tribunes au moins. Oui, pour ma part, j'y étais. J'ai vu un beau match dans le premier tiers où Tours était au-dessus d'Épinal. D'ailleurs, ça s'est vu au score, il y avait 3-2 à la fin du premier tiers, pardon. Donc Tours était au-dessus physiquement partout, même s'ils avaient mal débuté mal débuté le match parce qu'ils prennent un but 24 secondes à 24 secondes du début du match, quoi. Ensuite, dans le deuxième tiers, ça s'est un peu plus équilibré, voire, équilibré non, mais Épinal passe au-dessus, puisqu'il mène à la fin 4-0, ce qui fait 6-4 pour Épinal. On se dit qu'il y a toujours un espoir d'aller chercher, pourquoi pas, les prolongations, si Tours revient dans ce qu'ils avaient fait dans le premier tiers, mais ils craquent complètement physiquement, peut-être même mentalement, et ils font sur le troisième tiers, ça fait 1-1, et ce qui donne le score final de 7-4. Mais c'est dommage pour les remparts parce que je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher quelques points face à Épinal. Ouais, moi j'y étais aussi, mais je suis arrivé que pour le troisième set, parce que j'étais juste avant au volley. Je suis pas d'accord avec ce que dit mon cher ami, parce que je les ai pas trouvés flanchés physiquement. Je les ai trouvés imprécis. Peut-être qu'ils ont lâché de l'influx nerveux et que ça a rejailli entre guillemets sur l'adresse en attaque. Mais et quoique d'ailleurs, parce qu'ils tapent un poteau d'ailleurs dans ce troisième Il y en tiers. a même deux, je crois, dans le troisième tiers. Il y en a un sûr, effectivement, il y en a peut-être deux. Mais je les ai pas trouvés si en délicatesse physiquement, en fait, parce qu'ils ont continué à s'envoyer et ils ont continué à être dangereux. Donc, non, je les ai plutôt trouvés imprécis. Cela étant, à ce jeu-là, quand tu prends 7 buts, ça fait quand même déjà beaucoup trop. Donc, ça devient compliqué de gagner des matchs. Mais je suis pas sûr que l'explication, elle soit physique. Je pense plus que c'est une question d'adresse et peut-être effectivement sur l'aspect mental. Quand tu fais un tir médian et que tu en prends 4, ça fait cher. Ça fait extrêmement cher. Donc, c'est se mettre en difficulté seul. Par le passé, ce qui a fait la force des Tourangeaux souvent, c'était d'avoir des gardiens qui n'encaissaient pas énormément de buts. Enfin, je dis dans le passé, Ouais. en tout cas, dans un passé plus glorieux, plus victorieux. C'est ce qui permettait bien souvent aux Tourangeaux d'être en tête dans les classements ou du moins bien placé. C'était une défense solide et un gardien solide. Là, c'est vrai que prendre 7 buts et sur les derniers matchs, il y a quand même pas mal de buts encaissés. Donc c'est ce qui vient ternir la copie. Par contre, je rejoins ce que tu disais, Florentin. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux face à Épinal. 7-4, ça fait lourd. Enfin, de là à dire que les Tourangeaux auraient pu gagner, je franchirais quand même pas le pas.
mais c'est un score qui est quand même relativement lourd. Après, vous Alors, pouvez dire que le gardien n'a pas été bon, hein, les gars, puisque tout le monde le dit. Hein. Non, Donc, JP Fontaine a quand même été Ouais. assez bon, je trouve. c'est pas ce que j'ai lu. Hein. Ouais, mais Il a après, même été mais critiqué Après, il y dans son avait, il y sens avait par son aussi, coach. il y avait aussi d'ailleurs, en parlant du gardien, JP Fontaine, entre le deuxième et troisième tiers, ouais, c'est ça, Franck Spinozzi l'a pris à part. Ils sont restés sur le banc que tous les deux et ont discuté pendant 2 ou 3 minutes. Donc, je sais pas du tout ce qui s'est dit, mais à mon avis, ça. Le coach lui a fait confiance, lui a dit on a confiance en toi, vas-y, garde-le. Vas-y, de toute façon, on sait que tu peux le faire et fais-le. Mais en fait, mais même le Fontaine l'a dit, hein, il a dit je sais que j'ai pas fait un bon match, enfin ça fait 2 matchs qu'il fait quelques erreurs, mais bon, il est jeune et puis après, c'est pas forcément que de sa faute non plus. Oui. C'est ça en fait, c'est que les buts qu'il encaisse. Pardon, vas-y, termine. Non, mais je disais simplement que les buts qu'il encaisse, il n'est pas le seul responsable. Donc, lui jeter la pierre, pour moi, c'est plutôt un aspect défensif, même si le gardien doit être dominant, mais c'est un aspect défensif et c'est une faillite, même si le mot est peut-être fort, mais c'est une défaillance collective dans la défense. Et défensivement parlant, ils n'ont pas été mauvais puisqu'ils ont subi que 21 tirs. Donc, Épinal n'a pas été en situation de tir. 21 tirs sur un match de hockey, c'est pas énorme. Prendre 7 buts sur 21 tirs, ça, c'est beaucoup par contre. Alors, moi, je vais vous donner l'avis. J'étais pas au match. Je vais vous donner l'avis de quelqu'un qui y était, qui s'y connaît bien au hockey sur glace, puisqu'il a été l'entraîneur de Tours à de nombreuses reprises, qui m'a dit que le premier tiers, sa version, hein, le premier tiers était équilibré, oui, parce que Tours, dans le premier tiers, on va dire que physiquement, ils sont encore présents. Dans le deuxième tiers, Épinal a les arguments pour appuyer sur l'accélérateur, ce qui se passe, puisque Florentin, tu nous as dit que ça s'était soldé par un 4-0, et que dans le troisième tiers, Épinal est dans la gestion. Voilà. Je résume ce qu'on m'a expliqué ce matin dans les rues de Tours. Je suis plutôt d'accord sur le deuxième et troisième tiers, mais sur le premier, Tours est dominant. C'était pas équilibré. Pour moi, Tours est dominé vraiment ce premier tiers. Bon. Le score de la fin du premier, c'est combien, Florentin ? 3-2 pour Tours. D'accord. Pourtant, la nouvelle tactique du coach, la nouvelle tactique du coach, il l'a expliqué, c'est en fait de faire un premier tiers attentiste pour pas trop perdre d'énergie et pour mieux finir les matchs. Alors, tu me dis que Tours a dominé dans le premier tiers, alors que le coach, lui, espérait plutôt gérer le début de match pour après appuyer ou au moins tenir physiquement sur la fin de match. Basile, tu as senti qu'ils mettaient de la pression d'emblée ou qu'ils étaient plus en gestion, Tours ? Dernière réponse. Moi, j'étais pas sur le début de match. Cela étant, ce que je peux dire, c'est que déjà, les stades de tir, moi, je m'y fie pas, premièrement. Et deuxièmement, derrière, quand tu subis comme ça dans le tir médian, dans le troisième, tu peux te rebeller, ce qu'ils ont essayé de faire. Mais je partage l'avis de ce monsieur Bob Millette, qui dit que le dernier tir est en gestion de la part d'Épinal. Effectivement, Épinal n'a pas cherché à attaquer fort dans le dernier tiers. Ils ont cherché à envoyer le puck dans le fond de la zone et obliger les Tourangeaux à se découvrir. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont marqué le 7e. Tu as reconnu l'invité mystère. Bravo, Basile. On ne l'avait pas non plus. On va terminer là-dessus. En tout cas, rien ne va plus. On peut la redire, cette phrase de Casino pour les Remparts qui sont avant-derniers avec de très nombreuses défaites. Et c'est compliqué d'aller chercher des points cette année. On enchaîne avec le handball sans transition parce qu'il nous reste un peu d'escrime aussi après. Il y avait le match du CTHB qui se déplaçait en Roumanie pour la Coupe d'Europe. Une défaite 32-27. Il y avait déjà eu défaite à l'aller. Messieurs, qu'en pensez-vous ? Qui était présent ? En quelque sorte, pour la Coupe d'Europe, les carottes sont cuites, quoi. Et puis, totalement. Alors le match en lui-même, ça fait -5. Bon, voilà. Tu vas jouer 12 à la pause.
Plus 12 pour. Non, 12-12 à la pause. Ah, 12-12, j'ai compris, plus 12. C'est pour ça que j'étais étonné. Oui, mais on se rend compte souvent que les matchs de handball en première mi-temps sont équilibrés, que ce soit sur n'importe quelle confrontation. C'est pas systématiquement, mais très souvent. Bon, après, il y a eu un petit passage à vide, et puis les Roumaines jouaient à la maison. Voilà, quoi. Mais encore une fois, c'est une équipe qui était venue gagner à Chambray, il ne faut pas l'oublier. Et tu parles de passage à vide, notamment, on perdait, on était à -2, non, même moins 16-15, et ça fait 23-16, donc c'est. Oui, effectivement, oui. Donc, voilà. Bon, puis il y a quand même une information, hein. Jérôme -7 ne sera plus l'entraîneur du CTHB la saison prochaine. Oui, ça a été annoncé effectivement ce week-end. Ouais. C'est vrai, c'est bizarre par rapport au bilan. Hein, par rapport au bilan, mais... depuis qu'il est là, c'est quand même bizarre. Ouais, l'interview, comment dire, la conf de presse donnée par M. Bourg était qu'il y avait certains choix sur lesquels ils n'étaient pas en accord, le coach et puis la direction. Donc, c'est ce qui les avait poussés à prendre cette décision. Voilà. Alors que Jérôme Delarue, lui, pensait qu'il allait faire au moins une 3e saison à Chambray. Et voilà. Apparemment, il aurait reçu aussi une proposition pour un autre club. C'est pour ça que. Oui, c'est pour ça que. Non, ça n'a pas été. Dans la conférence de presse, ça n'a pas été évoqué. Il a même déclaré qu'il n'avait pas sollicité, lui, d'autres clubs. Donc, comment dire, l'éventualité d'un autre club n'a pas été évoquée dans cette conférence de presse. Allez, messieurs, on passe aux autres matchs de handball, notamment Bléré. Francis, tu as des infos. Alors, je vais d'abord annoncer le score de Saint-Cyr pour le championnat national 1. Une victoire face à Gien, 25-23. Il y avait le CTHB2 chez les filles. T'en parles pas des garçons, là? T'en parles pas des garçons, quand même? Bah oui, mais on n'a pas beaucoup de performance. Bah ouais, oui, pendant 30 secondes. Leur dire que c'est une super performance, puisque quand même Sacco, leur meilleur buteur, même un des meilleurs buteurs du championnat, ne jouait pas. Ils étaient privés aussi de Bordier, le pivot. Donc, gagner dans ces conditions, moi, je ne m'y attendais pas. Il faut dire que c'est une super performance par rapport aux conditions d'avant-match. Ouais, c'est à la maison aussi. Hein. On sait que le fait de jouer dans sa salle, parce que Saint-Cyr, c'est une belle équipe. C'est vrai que le classement, mais je sais, Bertrand, que tu te bases souvent par rapport au classement, toi. Sauf qu'un match commence à la première minute et se termine. J'ai absolument pas parlé du classement de J1. J'ai absolument pas parlé du classement de J1. J'ai pas parlé du classement de J1. Oui, j'ai dit simplement que c'est une performance par rapport aux absences qu'il y avait, notamment de Sacco. Oui, à chaque fois que j'ai vu Saint-Cyr, c'est Sacco qui tenait la baraque. Hein. Oui, bon, au niveau des buts. Allez, du coup, pas de débat vu qu'on n'avait pas de temps. Le CTHB2 se déplaçait à Bruguière, une victoire 29-32. Et puis, Bléré, très rapidement, se déplaçait à Cognac, 29-26, très très vite, Francis. Alors, non, c'est pas pour les filles. J'ai pas de renseignements par rapport à ce match-là. Bon, c'est une défaite, hein, 29-26, c'est ça? Ah bah attends, pardon, oui, c'était les hommes en N3. Vas-y. Ouais, c'est les hommes. 26-24 à Saint-Gemme. Ouais, c'est ça. Ils perdent de 2 buts, alors qu'à la 51e, ils sont à +4, 20-24. Et à la 51e, c'est-à-dire que les 9 dernières minutes, ça a été un véritable calvaire. Puisque ça se termine, c'est-à-dire qu'ils ont pris un 5-0 dans les 9 dernières minutes et que là ça fait bobo la tête, quoi. Donc là c'est certainement une défaite qui va leur rester en travers de la gorge un certain temps, et en espérant que ça ne joue pas plus sur le moral et l'ambiance de l'équipe. Voilà. Et les filles vont peut-être perdre leur coach. Hein, les gars, les filles vont peut-être perdre leur coach par rapport à l'annonce qu'on a fait tout à l'heure. Oui, bon, on n'en est pas là, effectivement, mais ça peut, en fonction de l'évolution des choses pour Jérôme Delarue, puisque Madame Delarue est la coach de l'équipe. Mais bon, ils ont quand même leur vie à blairer, ces gens-là. Ils ont une maison et tout, donc voilà. Je suppose.
Voilà. Mais ça, de toute façon, on n'en sait rien, donc c'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. Il faut qu'on termine le championnat national 3 chez les filles. Jouer Tours s'est incliné 29-31 à Saint-Nazaire. Et puis on termine rapidement avec un mot d'escrime avec Florentin. Oui, dimanche, donc hier, il y avait une compétition internationale d'escrime à jouer les Tours au gymnase René Buissou et Hubert Hainaut. C'était une compétition internationale. Il y avait beaucoup de nationalités, notamment hongroises, roumaines, japonaises surtout, beaucoup de Français. Et chez les filles, la finale, c'était Kelly Lusinier, pardon, une Française qui affrontait Saoussen Fadia. L'Algérienne était menée 8-4 à la mi-temps. Au bout de 8 points. À la pause. Ouais, c'est une pause. À la pause, elle était menée 8-4. Elle remporte la finale 15-13. Donc, elle a fait une sacrée performance sur la deuxième partie de la finale. Et chez les hommes, c'est Dabin Apiti, qui est le membre de l'équipe de France, qui gagne sa finale face à Elliot Bibi 15-13. Donc de beaux personnages d'escrime étaient présents à jouer les tours dimanche. Il y avait aussi Manon Brunet, la vice-championne olympique par équipe au JO de Tokyo cet été. Et elle était aussi troisième en individuel au JO. Donc elle a ramené ses médailles à jouer les tours, donc on a pu les voir. Puis le club a très bien organisé ça. Il y avait 15 pistes. C'était même diffusé en direct sur Facebook, Twitch et YouTube. Donc c'était vraiment un beau tournoi, bel événement et bien organisé. Eh bien, merci Florentin pour toutes ces informations. Merci messieurs également pour cette belle émission une fois de plus. On vous retrouve la semaine prochaine avec peut-être un horaire différent. On va en discuter cette semaine et on vous tiendra au courant. Merci donc Francis Leroux, Louis Laonta, Bertrand Foy, Basile Martin, Florentin Cheminard et bien sûr Guillaume Colomba pour réaliser cette émission. On vous souhaite une très très belle soirée et donc on vous dit à la prochaine.